a pratiquement plus d'espoir. Cette phrase que l'on ne voudrait jamais entendre, cette phrase que l'on n'ose jamais prononcer sur le lieu d'une catastrophe, aussi dramatique soit-elle, cette phrase, elle s'impose ici pratiquement dans cet enchevêtrement de béton, de pierre, de boue. Au matin du 16 avril 1970, c'est la consternation et la désolation à la vue de ce gigantesque glissement de terrain. Une partie du sanatorium du Roc des Fiz a été ensevelie, emportant avec lui ses occupants. Parmi les victimes, 56 enfants sont morts sous les décombres. À l'époque, l'établissement accueillait 180 jeunes patients venus de toute la France, issus de familles modestes pour lutter contre la tuberculose. Jocelyne Dalloz était aide-soignante au moment de la catastrophe. Ça s'est affaissé directement sur cette salle à manger. C'est un pavillon de jeunes filles qui hurlaient au moment de la catastrophe et dont on est allé chercher des secours comme on a pu. On a fait ce qu'on a pu. Il aura fallu 5 jours aux centaines de sauveteurs pour extraire les dépouilles enfouies sous plusieurs mètres de neige, de boue rocailleuse et de béton. Tout le pays est endeuillé. La secrétaire d'État à la famille et aux affaires sociales se rend aux obsèques aux côtés du préfet de Haute-Savoie. Un drame imprévisible. Pourtant, un premier glissement de terrain venait d'endommager ce même bâtiment une dizaine de jours plus tôt, selon des rescapés. Je suis allée le lendemain dans le dortoir des petits garçons et j'ai vraiment constaté les fissures dans les murs, dans le fond du dortoir. Cela vous a scandalisé Ah oui, que alors l'on là, laisse... franchement, et surtout je savais qu'ils allaient remettre les enfants dans ce dortoir. Je n'ai pas jugé nécessaire d'affoler les familles en les prévenant qu'il y avait eu de la terre qui était tombée derrière. J'ai fait tout ce que je pensais devoir faire en raison de mes responsabilités et des sécurités que je devais prendre pour les enfants. Par la suite, des soignants et les familles des 71 victimes se sont battus pour que les responsabilités soient établies. En vain. Ce que nous venons d'entendre est un reportage trouvé sur le site de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, publié le 16 avril 2025, retraçant, à l'occasion des 55 ans du drame, les constats faits suite à la catastrophe du plateau de Dacy. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit du 15 au 16 avril 1970 sur le plateau d'Dacy ? C'est l'histoire terrible que nous vous investiguons ce soir dans Medicine City. Bonjour, bonsoir, vous écoutez Medicine City, le podcast de True Crime médical francophone. Nous explorons ensemble les recoins les plus sombres de la cité médicale humaine. Je suis Falsi Parom. Et moi, je suis Bloody Nurse. Nous sommes mariés dans la vraie vie pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes de grands amateurs de podcasts et nous avons décidé ensemble de nous lancer dans cette aventure. Je suis préleveuse de sang professionnelle, fan de transfusion et enquêtrice amateur. Et moi, je suis médecin professionnel et comme Bloody Nurse, également criminologue amateur. Alors si vous souhaitez nous entendre vous raconter les crimes, les scandales ou encore les affaires les plus sordides de la médecine, vous êtes ici chez vous. Je vais de suite faire une mise en garde pour vous, chers auditeurs. Compte tenu des sujets abordés, nous ne recommandons pas l'écoute de ce podcast à un public non averti. Nous essayerons de vous prévenir des moments les plus difficiles, même si l'idée n'est pas de faire dans le sensationnalisme. Ou le partage de recettes funestes. Non, ça c'est sûr, c'est pas un blog de cuisine ici. Mais sur ce Bloody Nurse, ne serait-il pas temps d'enfiler nos blouses, nos stétos et nous plonger dans l'univers aussi fascinant que sombre de la santé humaine de ceux qui la pratiquent ? Allez, Falsi Parom, allons-y. Mais juste avant, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux, nous laisser des likes et des commentaires. Oui, et sur ce, je crois qu'il est temps de passer les portes de la ville. C'est parti. Salut à toi Bloody Nurse, quoi de neuf ? Une belle entrée dans cette année 2026 ? Salut, bonjour à tous. Oui, ça va, fraîchement. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas connu le froid, le vrai froid, donc ça nous a un peu cassé et on est un petit peu en retard sur les programmes, mais bon, c'est pas grave. Puis on a eu vous nous en voudrez pas. On a eu un mois de décembre très chargé puisque finalement on a publié tout. Oui, alors on a été tous très malades et on a quand même publié tous les jours avec notre calendrier de l'Avent. Et toi, tu as publié ton épisode juste après. Oui. Et puis, donc finalement, on était quand même là. On est un petit peu en retard sur le planning parce que, pour le coup, voilà, entre les maladies des uns des autres, le boulot, tout ça, on a eu un peu de retard. Mais voilà. On n'a pas eu trop de retours aussi sur le compte. Je sais pas trop si ça a plu. Ça a été lu, mais on n'a pas eu trop de commentaires. Donc, allez, n'hésitez pas à nous dire. Faire un petit retour sur
si ça vous a plu, si vous pensez que l'idée était bonne, ou au contraire, on était complètement hors de notre habitude de traiter des cas médicaux et ou criminels, judiciaires, des histoires un peu plus sordides. Là, on était vraiment sur de la magie de Noël, et puis pour changer un peu, quoi. Et surtout, avec les enfants aussi longtemps, qui a été vraiment un défi pour nous, quoi. Oui, tout à fait. Ça a été difficile pour eux à cause des maladies, mais bon. Oui, mais ils se sont bien mis et ils ont été contents de faire tout ça. Et je voudrais juste faire un petit big up pour nous-mêmes, puisque ça fait 1 an. Oui. Puisque notre tout premier épisode, on l'a sorti le 10 janvier 2025. Et c'était l'affaire des lettres à l'anthrax, en 2 épisodes qui avaient été assez longs, mais hyper intéressants. Donc voilà, ça fait 1 an, notre petit anniversaire. N'allez pas nécessairement écouter, je pense que la qualité sonore est très très différente. À l'époque, on savait pas, on apprenait tout, on n'avait pas nos micros actuels, on n'avait pas du tout de compétences en montage, et puis on avait fait ce qu'on avait pu avec le matériel qu'on avait trouvé à La Réunion. Et voilà, mais c'était vraiment une belle aventure au bout d'1 an. Bon, sur ce, je crois que le sujet du jour nous attend. On va essayer de pas trop mettre de temps avant de débuter l'épisode. Comme vous avez pu le voir, c'est pas moi qui ai lu cette fois-ci un article de journal, mais je vous ai trouvé un petit reportage de France 3 qui retraçait cet épisode. Et j'avais envie d'aborder dans Medicine City ce pan-là de l'histoire criminelle. Et j'ai choisi celle-là, parce que déjà c'est une catastrophe et qu'il y avait des choses à en dire, mais j'ai voulu, et vous pourrez me dire un petit peu ce que vous en pensez, élargir un petit peu le sujet, vous verrez après, sur les sanatoriums en général. Et je pense que c'est intéressant d'aller questionner cette modalité de prise en charge à l'époque. Et je pense que c'est complètement dans notre philosophie que d'aller chercher ce genre d'informations et puis analyser un petit peu ce qu'il y avait derrière ces sanatoriums. Et mon père pourrait en parler aussi, puisqu'il a été lui-même, dans sa jeunesse, dans un sanatorium. Ouais, j'y ai pensé. C'était quelque chose de... On envoyait les enfants dans leur jeunesse. J'ai pensé à Papy Blood quand j'écrivais cet épisode. Mais avant de commencer, même si les thèmes sont assez éloignés, je ne pouvais pas ne pas avoir de pensée pour les victimes d'une autre catastrophe s'étant déroulée elle aussi dans la montagne alpine et qui est beaucoup plus récente. C'est l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana, en Suisse. Et donc je me permets d'envoyer nos bonnes pensées aux victimes, aux proches et aux copains dont je connais certains qui s'occupent actuellement encore des grands brûlés. Et oui, je connais encore du monde un peu là-bas. Et malheureusement, effectivement, les grands brûlés sont un sujet qui va leur prendre des semaines, voire des mois. Allez, passons un petit peu à notre plateau d'Assy. Je vous rappelle que le 16 avril 1970, une montagne de roches, de neige et de boue s'abat sur un sanatorium qui est situé en Haute-Savoie, plus précisément sur le plateau d'Assy, et qui va faire au final 71 morts, dont 56 enfants. Alors, j'aurai pas de description graphique de ces morts-là. Il y aura des descriptions de ce qui s'est passé, mais l'idée c'était pas vraiment d'aller sur ce sujet-là. Donc c'est quand on évoquera des morts d'enfants dans l'épisode, ça sera cette nature-là en fait. Oui. Mais on évoquera dans cet épisode des morts en particulier d'enfants. Là, l'objectif, c'est de parler d'une catastrophe qui était évitable sur un hôpital, quoi. Exactement. Et donc cette catastrophe qui a marqué durablement la mémoire locale, forcément, et qui a longtemps été présentée comme un accident naturel tragique et isolé. Pourtant, on verra, et c'est comme ça que j'ai voulu le traiter, qu'il y a derrière quand même des questions sur ce qui s'est passé au niveau de la politique sanitaire et institutionnelle de cette époque-là et de ces époques un peu plus anciennes-là. Et donc, je vais digresser un petit peu tout à l'heure sur l'histoire sanitaire, médicale et politique de cette période-là. Faisons un petit peu de géographie maintenant pour commencer, et on va dire où est le plateau d'Assy. Donc, je le disais, le plateau d'Assy, c'est un plateau alpin qui est situé en Haute-Savoie, sur la commune de Passy, au pied du Roc des Fises,
qui est une chaîne de montagnes calcaires imposante dans la vallée de l'Arve. La région est donc très rurale, très montagnarde et orientée autrefois vers l'agro-pastoralisme qui va bien avec ces genres de régions-là. Et on verra que l'arrivée des pathologies respiratoires et de l'hygiénisme va modifier un petit peu ce destin et va entraîner l'apparition de cette structure qui servait à prendre en charge une maladie qu'on appelait la tuberculose. Je vais tout d'abord vous faire un petit peu le descriptif des événements, quasiment heure par heure en tout cas sur ce qu'on sait. Donc vous connaissez au global ce qui s'est passé et la conclusion. La veille, le 15 avril 1970, de fortes précipitations, donc de la pluie, et une rapide fonte des neiges ont alourdi le manteau neigeux. Donc on est, je rappelle, à la fin du printemps. Enfin, on est dans le printemps et donc l'hiver s'en va, le redoux arrive. Donc on a plus de neige qui tombe, mais de la pluie, et la neige qui est sur place commence à fondre. Mais il reste de la neige sur les hauts sommets, en particulier sur le roc des Fises. Et donc le risque de glissement de terrain, il est déjà très accru par la présence de cette neige humide, de la pluie et du redoux qui va faire fondre la neige en dessous. Le bâtiment, il était à quelle hauteur, tu sais ? C'était haut ? Je ne sais plus si je le dis. Je te le retrouverai sans doute. Ou alors si tu veux chercher pendant ce temps-là. Donc, après, dans la nuit du 15 au 16 avril 1970, à 0h15 environ, une masse de neige, de terre, de rochers se détache sous le mont du roc des Fises et va dévaler la pente direction la partie ouest du bâtiment qui abrite le sanatorium. Donc c'est pas simplement une avalanche comme on peut voir ou comme on peut se l'imaginer, en particulier en ce moment puisqu'on enregistre au mois de janvier de neige. C'est vraiment un glissement de terrain. Le terrain avance, en tout cas une partie se détache et va fondre sur les parties un petit peu plus en aval. Et donc l'aile ouest du sanatorium où se trouvent des dizaines d'enfants, de personnes et donc en particulier des dortoirs, elle est totalement détruite. Et dans ces dortoirs, donc je disais, dorment des enfants et des occupants qui les surveillent. Le bâtiment, pour ceux qui seront curieux, est assez long dans sa structure. Et donc, il n'y a que cette partie-là du bâtiment qui est touchée. Une grande partie du bâtiment, elle, ne sera pas touchée. Juste après l'impact, donc entre minuit 15, heure de l'impact, et 2 heures du matin, les premiers secours les premières alertes sont données, et les premiers secours, en l'occurrence les habitants du plateau et les premiers secours sur place, arrivent pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Très vite, on essaye de faire comme on peut, dans l'obscurité, pour dégager les victimes et surtout essayer de retrouver les survivants. Mais déjà dans la nuit, on se rend compte que plusieurs dizaines de personnes sont portées disparues sous des décombres qu'il est difficile à explorer. Il faut attendre le matin, hélas, pour faire des recherches un peu plus intensives quand le soleil se lève. Et surtout qu'arrivent sur place des bulldozers et des pelleteuses qui viennent d'autres endroits de la vallée. Les sauveteurs doivent fouiller les amas de neige, de terre et de rochers, dont certains vont jusqu'à 15 mètres d'épaisseur. Donc forcément, il faut y aller à la fois rapidement. Donc on pourrait se dire ils y vont au bulldozer, mais il faut y aller prudemment parce que dans n'importe quelle couche, à n'importe quelle hauteur, il peut y avoir quelqu'un qui est dans une poche. Voilà. Il y a plusieurs survivants qui arrivent à sortir ou être sortis de ces décombres, mais hélas en nombre très très limité. Et on retrouve très très vite des cadavres d'enfants ou des enfants morts dans ces gravats. Au fil de la journée, les autorités commencent à faire le décompte. Les survivants et les blessés sont évacués vers les hôpitaux de proximité ou plus loin. Et les équipes déblayent comme elles peuvent dans les zones, de plus en plus profondément dans les éboulis. Le plan ORSEC, qui veut dire Organisation des secours en France, c'est un plan qui est déclenché par la préfecture,
Donc il est activé dans cette journée-là et donc non seulement ça va mobiliser les secours sur place, mais aussi faire venir des sauveteurs de toute la région, voire plus loin. Au final, au terme de cette journée et au terme de cet événement dramatique donc, qui a eu lieu vraiment en l'espace d'une fraction de seconde, 71 personnes sont mortes, dont 56 enfants, comme on le disait au début. C'est horrible. Complètement. Et bien entendu, je ne parle pas dans les quand je dis des personnes touchées, il y a bien entendu tous les autres qui sont soit blessés légers ou traumatisés par ce qu'ils ont vu. Mais voilà, le bilan est très très lourd, quoi. Je vais vous faire un petit point météo maintenant pour expliquer pourquoi. Alors j'ai décidé de traiter ce point-là un petit peu de façon scientifique pour essayer d'expliquer un petit peu pourquoi tout d'un coup la montagne s'est mise à se décrocher et expliquer ce phénomène. Juste avant, c'est à peu près 1300 mètres. Alors j'ai pas exactement celui-là, mais c'est dans la zone là qu'il y a les sénatoriums, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Altitude quand même importante, mais avec la montagne au-dessus. Merci Bloody Nurse. Et donc, le point météo sur l'hiver 69-70, faut savoir que c'est un hiver qui était assez instable, visiblement, de ce que la météo me rapporte de l'époque, avec des chutes de neige en altitude assez importantes, avec des accumulations en haute montagne assez fortes, et un mois de janvier qui a été assez ensoleillé. Donc ça a fragilisé la couche de haute altitude sans la faire fondre complètement. Et donc la neige s'est transformée en ce que visiblement est appelé une neige de printemps, qui est à la fois plus humide et plus lourde qu'une neige fraîche, et qui a une cohésion interne qui est différente et en tout cas plus fragile. Ensuite, donc forte accumulation de neige en début d'hiver, un mois de janvier un peu plus doux, une neige qui se transforme, et au mois de février-mars, de nouveau de fortes chutes de neige qui arrivent sur le massif et qui viennent s'accumuler sur cette neige qui est altérée, modifiée, quoi. Ce qui va rendre le manteau assez instable et donc susceptible aux avalanches plus tard. Donc clairement, la neige n'était pas homogène. Un peu plus loin dans le temps, on va arriver au mois d'avril, et dans les jours qui précèdent immédiatement le drame, du 12 au 14 avril, comme je le disais, le temps s'est encore réchauffé, et là on est passé aux pluies. Et du 12 au 14 avril, la région a été bercée de pluies diluviennes vraiment importantes, qui ont imbibé vraiment tout le manteau neigeux et la terre aux alentours du sanatorium. Ce qui a augmenté en plus et l'instabilité et le poids des différentes masses, et en diminuant en plus la cohésion des matériaux entre eux. Et le 15 avril, donc la veille, tout d'un coup, un redout brutal. La pluie cesse, le soleil commence à réchauffer un petit peu, ce qui fait que cette neige qui est très lourde, qui est très humide, qui est très instable, commence à fondre et perdre en cohésion. Et donc, ce qui se passe, c'est que la fonte de cette neige va saturer le sol terreux, rocheux en dessous, qui fait que tout d'un coup, on est encore plus lourd, encore moins résistant, encore plus instable, et que ces couches de roches qui sont imprégnées par de l'eau font une sorte de lubrification prête à faire glisser. En plus, avec de la roche qui est calcaire, c'est fragile. C'est ça. Donc en fait, la météo a tout fait, toutes les conditions météo étaient réunies pour que ça se passe mal, en tout cas. Et ça se met... j'ai fait aussi un point un petit peu géologique pour expliquer ce qui se passe. C'est que, comme tu disais, donc c'est une roche argileuse qui est très pentue. Merci papa de m'avoir appris ça. C'est ça. Et en plus, dans cet endroit-là, ce qu'on appelle le pendage des marnes et des schistes, il est orienté à contre-pente, ce qui veut dire que l'eau s'infiltre plus facilement, enfin en tout cas circule plus facilement, et donc a tendance à affaiblir encore plus le sol quand celui-là, quand il est saturé en fait. Donc il y a vraiment, même au niveau géologique, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont contraires à ce destin. Donc on est sur un enchaînement qui est vite fatal.
Ce qui fait qu'on va aboutir à ce qu'on appelle un glissement de terrain complexe avec une sorte de mélange entre la neige, la boue, les blocs rocheux, les débris. On parle plutôt de coulée de débris ou de glissement rotationnel transformé en avalanche boueuse plutôt qu'une simple avalanche. Puisque la neige a perdu complètement sa cohésion, que l'eau a lubrifié les surfaces, les interfaces avec le sol, et qu'il y a une rupture qui s'est produite sur cette surface argilo-marneuse. Donc après, ça a coulé comme de l'eau, quoi. Ça avait plus qu'à couler comme de l'eau, effectivement. Un autre point géologique qui était aussi contraire un petit peu au destin de ce sanatorium, c'est la configuration, géographique et topographique des lieux, en particulier le talus qui le surmontait, puisque là, en fait, les analyses ultérieures ont pu montrer que ce talus en lui-même était fragile et amené potentiellement à ce genre d'incident avec une composition, elle aussi, vraiment très problématique. Et donc, peut-être qu'ils auraient dû se poser des questions différemment sur... C'était su avant, alors, ça, déjà. Ouais, ça, c'était... Non, c'était pas su avant. Enfin, je sais pas si c'était su avant, ça a été su après. Il y a des analyses qui ont été faites en se disant, finalement, on n'aurait pas dû mettre le bâtiment là. Mais on verra un peu plus tard qu'à l'époque, on ne se posait pas la question de est-ce qu'on construit, est-ce qu'on ne construit pas, est-ce qu'il y a des risques ou pas. On n'étudiait pas les risques en particulier. Et j'ai choisi en particulier ce cas-là parce qu'il y a eu des conséquences, y compris légales. J'aime bien choisir les cas qui ont créé de la jurisprudence, ont créé de la norme, quoi. Voilà, donc j'ai fait une petite aparté un petit peu météo et géologique. Maintenant, on va parler un petit peu de la construction elle-même. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est, comme je vous le disais, comme vous verrez sur les photos, le sanatorium, c'est une structure assez massive qui favorise pas du tout l'écoulement de l'eau, qu'ils ont implanté pile dans l'axe naturel du couloir d'écoulement, parce qu'on savait que, et en fait, les montagnards, ils savent qu'il y a des éboulis, des avalanches, et on sait à peu près quand est-ce et où ça coule, dans quelles conditions ça peut couler, etc., que ce soit la neige, les éboulements rocheux, etc. Et là, en l'occurrence, ils ont implanté un bloc important, massif, dans le couloir naturel de l'écoulement, de l'écoulement des avalanches et des éboulis, et sans du tout placer d'ouvrage de déviation. Comme on peut, au cas où ça coule, on crée quelque chose pour que ça passe à côté. Si les vieux le savaient, pourquoi ils l'ont pas dit? Ou alors ils l'ont dit, ça n'a pas été écouté. Peut-être pas été écouté. Ouais. Mais non, ça va bien se passer. Voilà. Donc globalement, le bâtiment, il n'était pas du tout conçu pour absorber un impact massif. Forcément, hein, tu conçois assez peu les bâtiments pour absorber une montagne qui te tombe dessus. Clairement pas conçu ou designé pour résister à des charges horizontales type coulée de débris, parce que là, c'est des forces extrêmement puissantes, et ni de subir ce qu'on appelle des pressions hydrostatiques internes quand il y a une augmentation de la pression en lien avec l'eau ou une structure fluide qui vient s'appuyer sur toi. Donc il a juste agi comme un gros obstacle en plein milieu de la coulée de boue, et la coulée de boue, elle est passée au travers. Alors, maintenant on va se poser la question de pourquoi ils ont construit ce bâtiment là, en plein milieu, sur la montagne, parce que là on vient de présenter une situation catastrophique qui pose un bâtiment massif en plein milieu d'une zone qu'on sait fragile, et on sait qu'il peut y avoir un problème, mais pourquoi tout d'un coup, à 1300 mètres d'altitude, dans la montagne, ils se sont amusés à construire des sanatoriums? Et qu'est-ce que c'était les sanatoriums? Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, il y a une grande maladie infectieuse qui touche les poumons, qui s'appelle la tuberculose, qui est une des principales causes de mortalité en Europe. Dans l'entre-deux-guerres, l'État français, il va, avec la loi Honorat de 1919, créer les sanatoriums. De nombreux sanatoriums vont être créés, puisqu'ils sont promus par la loi, et ces établissements vont reposer sur les théories hygiénistes de l'époque, à savoir, il faut de l'air pur, il faut de la lumière, il faut du repos. Les médecins locaux, donc là je parle des médecins du côté du plateau d'Assy, vont, avec l'appui de la mission Rockefeller, c'était un programme de soutien international au contrôle de la tuberculose, recommander l'installation de ces structures sur le plateau. Pourquoi? À cause de ces conditions climatiques, en l'occurrence l'air plutôt froid, plutôt sec, et un ensoleillement assez important. Il est du bon côté de la montagne, quoi.
Et accessoirement, c'est des structures qui sont isolées des vallées, isolées des hommes, et qui sont censées favoriser la guérison des malades, mais surtout, limiter la contagion, parce que c'est une maladie contagieuse. Dans les années 20 à 30, il y a un certain nombre de sanatoriums qui sont construits et qui vont totaliser plus de 2000 lits et qui vont attirer ainsi des milliers de patients venus de toute la France et même de l'étranger. Il n'y a qu'en France que c'était construit à cette époque, ça ? Non, ou il y en avait en Suisse. Des sanatoriums, il y en avait ailleurs. D'accord, okay. Ça a été une grande mode. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. T'avais même des sanatoriums sur les pays chauds du Maghreb ou de l'Espagne, tu sais, mais d'autres types de sanatoriums. Oui, pour d'autres maladies. Même, on les retrouve même dans les contes de Noël de Medicine City. Oui, tout à fait. Et donc, le plateau d'Assy, au sommet de son activité, était un lieu de convalescence qui était bien connu et s'était constitué toute une communauté médicale et sociale autour et c'était pas vu comme un hôpital traditionnel, c'était comme une sorte de ville de soins où en fait les gens passaient des mois littéralement à vivre dans ces endroits. Et beaucoup croyaient, c'était une croyance collective forte, répandue, à une sorte de guérison par l'environnement et loin de la société. En plus, c'était très bien parce qu'on évitait de contaminer un petit peu les différentes personnes. Au pire, tu vas me dire, soleil, air sec et repos, ça fait pas de mal. C'est ça. Ça soigne peut-être pas, mais en tout cas, ça fait pas de mal. En tout cas, c'était le principe de ces théories hygiénistes. Et en tout cas, pour de nombreuses familles issues de milieux modestes ou ouvriers, envoyer un enfant au sanatorium, parfois, c'était le seul espoir de survie, parce que la maladie était incurable, parce que les conditions, faut quand même rappeler les conditions dans les villes et dans les milieux, en particulier les cités ouvrières, etc., c'était quand même assez déplorable. Donc là, on avait un environnement qui était propre, avec un air sec, etc., etc. Et donc, voilà. Et donc, c'était vraiment un signe d'espoir. Mais on va voir un peu plus tard, il y avait aussi d'autres arguments, en particulier sur la nécessité d'éloigner un certain nombre de malades des centres-villes et des milieux industriels. On va en parler tout à l'heure. On revient sur la contamination, là. Pas que. Ah, d'accord. Pas que. Parce qu'il y avait un autre point que je voulais aborder dans les sanatoriums et qui est important. Alors, est-ce que c'était un accident naturel ? De ce que tu as décrit, ça ressemble quand même. Ouais. Mais ça aurait pu être évité. C'est vrai. Et en fait, oui, clairement, c'est un accident naturel. C'est naturel, c'est pas mais du tout provoqué par l'homme, mais si l'homme n'avait pas construit à cet endroit-là, clairement, oui, il y aurait pas eu tant de choses. Ou si l'homme avait plus écouté, plus anticipé la nature ou construit différemment, c'est probablement pas passé les mêmes choses, en fait. Oui, mais on réfléchit. On construit pas en plein milieu d'un couloir d'avalanche. Oui. Mais on réfléchissait pas de la même façon, comme tu m'as dit tout à l'heure. C'est ça. À cette époque. C'est ça. Et... Surtout que là, c'était en plus pour des enfants issus de familles modestes. Donc je pense que, à mon avis, les conditions d'hébergement et comment ça s'appelle ça, du bâtiment, comment il a été construit, où est-ce qu'il était construit, étaient différentes pour les personnes issues de milieux socio-économiques plus importants. Oui, meilleurs. La densité de dortoirs était pas du tout la même dans les différentes. Je veux dire, il y avait un enfant par chambre peut-être ou peut-être plus, mais c'était pas. Bref, donc c'est un accident naturel, c'est vrai, mais sans doute qu'il y a une somme de choix qui a tué plus que l'avalanche en elle-même. Certes, s'il n'y avait pas eu l'avalanche, il n'y aurait pas eu de mort, mais s'il n'y avait pas eu un certain nombre de choix faits par les hommes et assumés comme tels, comme le modèle sanitaire dépassé, mais ça on le sait avec notre vision de 2025, l'implantation risquée et la gestion politique et technique, on verra un peu plus tard, insuffisante, il n'y aurait pas eu tout ça. Avec des si. Voilà. Je vais maintenant, après avoir fait un point météo, un point géologique, on va faire un point médical. Forcément, on s'assume comme podcast médical, on est d'accord. Et je pouvais pas ne pas parler de tuberculose, c'est pas possible. Tu l'aimes bien, hein. J'en ai parlé, hein. Ouais. Il n'y a pas si longtemps. Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, l'Europe, qui est en plein boom de développement, est confrontée à un certain nombre de grandes difficultés et de grandes maladies qui touchent le système respiratoire. En particulier, la tuberculose, c'est le véritable fléau social et parmi ces malades qui sont
qui existent aussi et qui ont des problèmes respiratoires, il y a un certain nombre de maladies qui sont des maladies professionnelles qui commencent à apparaître et qui sont des maladies d'exposition à l'inhalation de poussière minérale, en particulier dans les mines. Et j'ai souhaité parler un peu plus tard de la silicose parce qu'il y a un pont entre la tuberculose et la silicose. Et donc, ces maladies respiratoires, en particulier la tuberculose, qui est une grande tueuse, avec les idées hygiénistes, vont donc favoriser le développement des sanatoriums. Donc la tuberculose, comme je disais, c'est une des principales causes de mortalité dans les pays industrialisés. Ça reste aujourd'hui, il faut le savoir, un gros problème mondial. On n'a vraiment pas du tout résolu ce problème-là, puisque 10 à 11 millions de personnes développent la maladie encore chaque année dans le monde. Et elle tue encore plus d'1 million de personnes chaque année à l'échelle mondiale. Ouais. C'est énorme. Ouais, on considère qu'il y a un quart de la population mondiale qui pourrait être infectée par le bacille de Koch, qui est donc le Mycobacterium tuberculosis, qui est donc le germe à l'origine de la tuberculose, mais que heureusement, une petite fraction développera la maladie active. Mais elle tue quand même 1 million de personnes, c'est pas totalement rien. Donc la tuberculose, c'est une maladie qui se transmet par voie aérienne lorsque des personnes contaminées expulsent des gouttelettes infectées en toussant ou en parlant. Le traitement, en particulier les antibiotiques, sont apparus dans les années 1940 avec l'apparition de la streptomycine. Et après, il y a eu d'autres traitements. Mais avant 1940 et avant les antibiotiques, il n'y avait pas vraiment de traitement capable de guérir les tuberculoses. Même, en plus, ça a été vraiment commercialisé à partir des années 50, les antibiotiques. Les cures reposaient donc sur le repos, l'exposition au soleil, l'air pur, donc les sanatoriums, et j'allais dire beaucoup sur la chance, parce que finalement, il y avait des patients qui guérissaient, j'allais dire, spontanément comme ça, et il y a d'autres qui... Il n'y avait pas aussi ce traitement où on mettait des espèces d'ampoules en verre dans le dos, là, tu sais, qu'on faisait... ça existe encore un peu... Tu le vois dans le film... On a tout tenté avec le truc du dimanche, là, comment ça s'appelle, avec Marion... comment elle s'appelle ? Un long dimanche de fiançailles. Un long dimanche de fiançailles où elle a une jambe handicapée à cause de ce traitement, d'ailleurs. Il y a aussi, on a fait des talcages, on a fait des... Oui, il y a les talcages aussi, des pneumothorax thérapeutiques où on effondrait le poumon pour qu'il se ratatine et que du coup les germes ne se développent pas. Et qu'après, on les réexpansait. Enfin, c'était tellement douloureux. Ouais, c'était... Oh, punaise. Donc ça, c'était pour la tuberculose. Et l'autre maladie que je souhaitais évoquer, notamment du fait de sa comorbidité avec la tuberculose, c'est la silicose, qui est une maladie professionnelle qui est due à l'inhalation chronique de poussière de silice, qui, elle aussi, est une maladie irréversible et incurable. Et il faut savoir que chez les personnes silicotiques, donc les personnes qui sont infectées par la silicose, le risque de contracter une tuberculose active est significativement augmenté avec des taux de tuberculose chez les silicotiques de 41% des personnes qui sont touchées. Et donc, en fait, les personnes, en particulier les mineurs ou ceux qui travaillaient dans le domaine du verre ou ce genre de choses. Baccarat et compagnie, c'est ça ? En fait, c'est les débris de silice. Et en fait, quand tu développes la silicose, tu as un surrisque net de développer ou de co-développer une tuberculose. C'est ce qu'on appelait la silicotuberculose. C'est sympa. Mais à l'époque, on verra que cette maladie est assez peu connue. Il faut savoir qu'au niveau physiopathologique, ça forme une fibrose pulmonaire. Donc en fait, c'est du tissu cicatriciel rigide qui remplace progressivement le tissu sain dans le poumon. Donc en fait, il y a une perte définitive de la capacité respiratoire qui s'y met. Et ça, c'est parce que les particules de silice, elles pénètrent, donc elles sont très très fines, elles pénètrent très profondément dans le poumon et le système immunitaire va essayer de les détruire, sauf qu'en fait, il n'a absolument aucun moyen de les détruire. Il n'a pas non plus moyen de les extraire. Donc en fait, elles restent là et elles créent une inflammation locale. Cette inflammation-là va
va être continue. Et à force d'être continue, ça va provoquer cette fibrose. Donc c'est vraiment une maladie, qui ne se guérit pas et qui est très très problématique. Et pourquoi c'est une co-infection facile? Parce que, comme je disais, il y a des dégâts tissulaires, il y a une inflammation chronique qui fait qu'en fait les défenses immunitaires locales sont abaissées. Tu rajoutes à ça une maladie très contagieuse et des macrophages, parce que c'est les cellules qui s'occupent d'essayer d'éliminer les particules de silice, qui sont déjà occupées à essayer d'éliminer les particules de silice. En fait, quand ils voient passer un bacille de corps, et en fait, ils y vont pas, quoi. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il y a 4 personnes sur 10 qui développaient une co-infection. Et donc, à l'époque, comme il fallait pas trop parler des maladies professionnelles, qu'on les connaissait pas et qu'on les investiguait pas, et qu'il y avait ce grand fantôme de la tuberculose au-dessus de l'ensemble des maladies respiratoires, finalement, tout le monde avait la tuberculose. Tout le monde avait la tuberculose. D'accord. Voilà. Et donc, quand on parle des sanatoriums, on dit tous étaient tuberculeux. Mais il y avait un certain nombre de gens qui avaient des problèmes respiratoires, des insuffisances respiratoires chroniques, qui avaient d'autres types de problématiques respiratoires, et en particulier donc cette silicose ou d'autres maladies qui pouvaient être en lien avec les expositions professionnelles. Pour faire un petit point de contexte sur pourquoi tout d'un coup on s'est mis à avoir plus de gens qui avaient la silicose, il faut savoir que c'était essentiellement dû aux mines et aux carrières de quartz. C'est un des minéraux les plus répandus sur Terre, et en particulier parce qu'il est la source de silice cristalline, qui, comme je le disais, était utilisé dans les industries du verre, de la céramique, des différents abrasifs, mais aussi des tuiles, carreaux, faïences, etc. Et donc, à l'époque, dans les mines de quartz, on y allait à la pelle, à la pioche, à la main, quoi. Et en particulier, une fois qu'on avait extrait le quartz, il fallait le broyer, le concasser, le polir. Et c'est à ce moment-là qu'on fabrique des petites particules qui se mettent littéralement partout, qui imprègnent les vêtements, voilà. Et puis bien entendu. Donc tu ramènes à la maison, quoi. Voilà. En plus. Et donc c'est une poussière extrêmement fine, respirable et très très difficile à se débarrasser, surtout qu'à l'époque les masques, les protections, bon voilà. Et puis remettez plusieurs fois le même vêtement, enfin, pas aujourd'hui où tu as la machine à laver et tu peux laver tes vêtements tous les jours si tu le souhaites, quoi. Ouais. Ou avec l'obligation, enfin nous, tu vois, à l'hôpital, on a 5 blouses parce qu'on est censé se changer de blouse tous les jours, quoi. C'est ça. Après, il faut savoir que médicalement, 7 blouses. Ouais. Médicalement, ces maladies-là, qu'on appelle les pneumoconioses, en fait, ont très vite été identifiées par les médecins en disant, tiens, on a tout d'un coup plus de maladies, et puis c'est des maladies qu'on peut assez facilement diagnostiquer, etc. Mais c'est pas parce que ça a été vu que ça a été pris en compte par les autorités sanitaires qui n'existaient pas, et encore moins par les autorités industrielles. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a continué le forage à sec. Maintenant, quand on fore, on hydrate, on met de l'eau pour éviter qu'il y ait des poussières. Donc, à l'époque, on faisait ça. On mettait pas de masque, pas d'équipement de protection individuel, et puis, bien entendu, pas de ventilation, pas de hotte aspirante, etc. Dans des milieux assez confinés, journées de travail très très longues, etc., etc. Donc, cocktail toxique d'exposition pour les travailleurs de cette époque. Au niveau de la chaîne de responsabilité, il y avait des entreprises qui étaient absolument conscientes du danger, mais qui refusaient de reconnaître la silicose comme maladie professionnelle, puisque derrière, c'était devoir donner des droits à des compensations, des pensions, des prises en charge assez coûteuses, etc., et plus ou moins de reconnaître leurs responsabilités directes. Donc forcément, on mettait le maximum de choses sous le tapis. Et c'était bien pratique d'avoir la tuberculose en disant, en fait, mon gars, t'es pas atteint de silicose, mais de tuberculose, c'est pas de chance. La silicose, c'est de mon fait, et la tuberculose, c'est ton copain qui t'a filé qui t'a filé son truc. Tu vois un peu le lien entre les deux. Bien sûr.
Et donc, c'était bien pratique d'avoir des sanatoriums qui s'occupaient des tuberculeux, parce que tu les mettais loin en plus, tu vois. Tu vois un peu pourquoi j'ai voulu traiter bien sûr, les deux du coup, sujets d'un coup. pas vu, pas pris, enfin voilà quoi. Totalement. On n'entend pas parler dans la région. Ouais. Et il faut savoir que pour la silicose, elle a été officiellement reconnue comme maladie professionnelle en 1930 lors de la conférence internationale de Johannesburg. Donc 1930, c'est assez loin quand même par rapport au début de l'ère industrielle. Donc voilà. Maintenant, parce qu'on va parler tout à l'heure des conséquences juridiques, je vais parler un petit peu du cadre juridique qui prévalait avant la catastrophe du plateau d'Assy. Parce que, comme on était dans cette période de l'histoire où les choses étaient en train de se construire, forcément, les législations n'étaient pas du tout abouties. Et alors, on vient un petit peu parler de l'apparition de la notion juridique de maladie professionnelle qui est un peu flotté. Il faut savoir que grosso modo, cette notion naît dans la loi de 1898, dite loi sur les accidents du travail, et que jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça va s'étoffer petit à petit, mais vraiment petit à petit, sur une période de 50 ans. Avec les luttes sociales, l'émergence de tous ces mouvements-là, qui vont essayer de contrecarrer les pressions économiques, patronales et la nécessité de protéger, avec donc les coûts, ces travailleurs. Mais voilà, donc il a fallu, pour la silicose en tout cas, une vingtaine d'années pour qu'elle soit reconnue à l'international. Et donc qu'on ait le statut. Mais je parlais de Johannesburg en 1930. Il faut savoir que la silicose elle-même est retenue comme maladie professionnelle que le 2 août 1945 par une ordonnance en France. Oui, bien après. Donc on est vraiment bien après. Maintenant, donc on va revenir un petit peu au sanatorium. Comme je le disais tout à l'heure, les sanatoriums généralement sont des lieux de repos, de plein air, d'air pur, de soleil, avec des gens qui sont essentiellement en convalescence. Alors c'est des endroits où bien entendu il y a des gens qui meurent, mais c'est pas non plus des mouroirs. En tout cas pour certains c'est plutôt des lieux de vie. Et donc il y a différents types de sanatoriums. Les établissements comme ceux du plateau d'Assy, parce que donc il y en avait, c'est un complexe de bâtiments, ont accueilli eux massivement et durablement une population plutôt moins favorisée, plutôt ouvrière et atteinte de maladies également, de maladies pulmonaires au sens large et donc administrativement qualifiées de tuberculose. Mais il faut savoir que la majorité des patients donc étaient des jeunes et avaient le profil de jeunes ouvriers potentiellement exposés. Alors on peut pas exactement savoir qui avait quoi, puis c'est du passé tout ça, mais t'as l'image de Germinal là dans la tête. Hein. Ouais, c'est ça. Mais globalement, tu retrouveras des mineurs et des carriers, donc ceux qui faisaient des mines de charbon, de fer, d'ardoise. Des carrières de pierre, de quartz de silice, ceux qui creusaient les tunnels, qui faisaient les grands chantiers, en particulier en lien avec le développement du chemin de fer. Ceux-là sont souvent très jeunes, parfois même avant 18 ans, puisque déjà même avant 18 ans, ils ont respiré une poussière assez saturée. Il faut savoir que on mettait les enfants très tôt dans les... Oui, parce qu'ils étaient petits, ils passaient dans les petits tunnels. C'est ça. Il y avait aussi donc des ouvriers de l'industrie, tu parlais tout à l'heure des gens qui travaillaient dans l'industrie du verre, etc. Et une grande partie des patients étaient aussi des immigrés ou issus de la main-d'œuvre étrangère ou déracinée, en particulier les Espagnols, les Italiens et les Polonais, qui étaient affectés aux travaux les plus pénibles, poussiéreux et dangereux. Mais globalement, ils avaient moins de 30 ans, toute cette population-là. C'était des prises en charge, c'était payé à leurs frais, puisque ça n'existait pas. La sécurité sociale, c'était pas encore. La sécurité sociale est née en 1945. Ah oui. Et on est en 70. C'est bien ce qui me semblait. Oui, non, mais à cette époque-là, oui, mais avant, les sanatoriums, quand ils ont été construits, les premiers. Oui. Donc, du coup, ils payaient de leur poche, tout ça. Même si c'était... Bon, c'est pas le sujet, excusez-moi.
Non, mais c'est là, au moment du plateau d'Assis, c'était sécurité sociale, mais avant, effectivement, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu des sanatoriums, je vais dire, populaires qui sont développés après la sécurité sociale. Ah oui, voilà, mais Vraiment. parce que je me disais, les autres, avant, ils se faisaient pas soigner, quoi, en fait. Pas Ah trop. non. Bah, comme Germinal, tu mourrais Ouais, voilà, c'est ça. dans tes crachats sanglants à la maison, Germinal. Ouais, je vous conseille de le revoir, il était très très bien, le film, ou de lire le livre, tout simplement. Oui, donc voilà, donc c'était des gens qui étaient tous atteints de pathologies et d'insuffisance respiratoire. Avec donc cliniquement, on a l'oxygène qui n'entre plus suffisamment dans le sang, le dioxyde de carbone n'est plus éliminé correctement, et donc c'est des gens qui respirent mal, qui ont les lèvres bleutées, on appelle ça une cyanose en médecine, qui sont généralement fatigués et qui ont des difficultés à marcher, travailler, parler longtemps, enfin ils s'essoufflent, ils sont fatigués quoi. Et parfois, on pouvait avoir aussi des complications cardiaques avec un cœur qui fatigue, ce qu'on appelle un cœur pulmonaire chronique, et donc apparition d'œdème ou aboutissant jusqu'à la mort. Donc voilà, donc c'était bien pratique quand même ces sanatoriums pour ces patients, que ce soit les tuberculeux ou les silicotiques, pour les mettre un petit peu à l'écart et voir un petit peu, enfin surtout ne plus les voir un petit peu justement. Et donc c'était aussi un peu le rôle de ces sanatoriums-là que j'ai voulu traiter. On cache sous le tapis, quoi. Et pourquoi on voulait les mettre là-bas? On disait, en particulier le refus de payer, c'était plus facile de mettre ça sur le dos de la sécurité sociale et de la communauté nationale que de payer des pensions d'invalidité, des soins à vie et des indemnisations, y compris aux ayants droit. Et puis surtout, reconnaître, c'était accusé, voilà. Mais puis c'était bien pratique quand même d'avoir cette tuberculose qui était là. Au niveau du financement des sanatoriums, leur financement dépendait directement du nombre de patients, du type de prise en charge, et puis on les laissait globalement tranquilles à partir du moment où ils faisaient leur job, quoi. Et pour ce qui est du financement par les entreprises et les caisses, en fait, là aussi, c'était très très pratique d'avoir la Sécu qui prenait en charge plutôt que le reste. Donc, pour revenir un petit peu à l'avalanche de 1970, je vous rappelle, dans la nuit du 15 au 16 avril 1970, le glissement de terrain massif qui se détache du Roc des Fives et qui fonce sur le plateau d'Assis. Jusqu'au pavillon qui est dans le lit de l'écoulement et qui va donc tuer 71 personnes, dont 56 enfants, qui sont dans l'aile des garçons à ce moment-là. Ce qu'on va voir un petit peu dans ce bilan, c'est pas que le bilan humain immédiat, c'est vraiment un choc pour l'ensemble de la vallée. Puisqu'en fait là on se rend compte que tout d'un coup on a des jeunes qui sont un peu oubliés par le système parce que on a construit un bâtiment dans un périmètre qui était un périmètre a priori à risque, que on les a entassés là, qu'il n'y avait pas forcément de moyens de secours. Donc voilà, c'est une époque où il y a des radios, des télévisions. Oui. C'est pour ça que j'ai montré des images d'archives. Et pour le coup, l'ORTF, qui était la seule radio, enfin l'ORTF, c'est-à-dire Office de radio-télévision française, qui était donc la seule télévision qui était à l'époque, a fait des reportages et a vraiment traité l'événement comme un drame national. C'était vraiment à la une. On a eu donc des images d'enfants qui témoignaient et qui ont vraiment bouleversé tout le monde. Et donc là, on a commencé vraiment à se poser des questions sur la vulnérabilité de ces lieux et des populations qui étaient accueillies, qui jusque-là, en fait, étaient complètement invisibilisées, quoi. Forcément, ce choc dans la population a créé des demandes de réponse, en fait. Et donc, on va devoir avoir une enquête et puis voir un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport à cette catastrophe. Alors, pour divulgacher ou pour pas divulgacher le truc, mais de toute façon, c'était dans l'introduction, il va rien se passer. Ouais.
comme d'habitude. Comme beaucoup. Ça va être encore une fois hyper frustrant à la fin. Oui, mais pourtant tu m'as dit que t'aimes bien faire des trucs qui ont des répercussions derrière. C'est pas ce que t'as dit ? Alors, il va y avoir des répercussions derrière, mais pas forcément sur les victimes et les familles. Ah. Voilà. Donc dans les semaines et mois qui suivent la catastrophe, plusieurs familles vont déposer des plaintes et des recours pour imprudence et pour aussi ces signaux d'alerte. Alors je ne sais pas si tu te rappelles, il y a eu un témoignage d'une petite dans le reportage tout à l'heure qui disait que en fait il y avait eu des fissures avant qui n'ont pas été vues et qu'ils ont refait dormir les garçons dans cette... Ils pensaient qu'ils n'allaient pas y revenir et en fait ils les ont remis. Voilà, et le directeur qui parlait derrière en disant bah oui, moi j'ai fait ce qu'il fallait, je pensais que tout allait aller bien, et puis c'est ça, enfin bon bref. Et donc il y a... Aujourd'hui, il dirait pas de commentaires. Voilà, donc les familles vont porter plainte pour mettre en lumière ces signaux d'alerte ignorés, donc les fissures, les petits glissements. Et puis demander des comptes sur l'absence de mesures d'évacuation ou de prévention. Forcément, ils vont demander des examens techniques et géologiques des versants. C'est pour ça que j'ai eu un peu la capacité de vous donner des précisions sur ces données techniques et géologiques, même si je ne suis pas rentré trop dans le détail. Et on va découvrir que, bien entendu, il y a eu des mouvements de terrain antérieurs et qui, bien entendu, avaient été signalés et, bien entendu, on n'avait rien fait. Et donc, cette catastrophe qui a été très vite considérée comme naturelle et imprévisible a été, certes naturelle, mais pas si imprévisible que ça. Des éboulements antérieurs proches ou antérieurs vraiment Alors, les deux. D'accord. Les deux. On sait que c'est dans les jours d'avant, quoi. Dans les jours d'avant et dans les mois avant et dans les années avant. Et en fait, c'est un couloir d'avalanche. Oui, comme ce que la petite fille a dit qu'il y avait les fissures, machin. C'est littéralement un couloir d'avalanche. Ouais. Donc au niveau des rapports géologiques, donc on va confirmer cette instabilité des couches superficielles. On va confirmer avec les données météo couplées qu'il y avait une accumulation de cette fameuse neige, enfin de ces fameuses couches de neige instables, etc. On va documenter la pluie, on va documenter les différentes fragilités. Et on va pouvoir reconstituer un schéma qui présentait un terrain vraiment particulièrement vulnérable, qui ne pouvait pas presque ne pas tomber, ou ne pas glisser, et tout ça dans les procès, dans les débats, va aboutir à la révélation d'une vraiment faible perception du danger chez les autorités, autant que chez les directeurs ou responsables du sanatorium. Ce qu'il faudrait tirer comme conclusion aujourd'hui d'un point de vue ingénierie, c'est qu'aujourd'hui on ferait des études de stabilité systématique avec ce qu'on appelle une reconnaissance géotechnique, c'est-à-dire on fait des forages, on fait des essais triaxiaux, on fait une modélisation hydrogéologique. Globalement, on regarde où sont les chemins d'infiltration, où passe l'eau, et on fait surtout des calculs de stabilité avec des scénarios climatiques extrêmes de cette nature-là, par exemple, mais encore plus extrêmes. S'il faut, on fabrique des ouvrages de protection, à savoir des digues de retenue, des bassins de dissipation, des barrières dynamiques ou des écrans, pour essayer de casser un petit peu les flux. On écoute les populations locales aussi, peut-être ? Voilà, on fait des murs pour dévier, on fait des ancrages ou des clous sur les talus pour les zones qui sont à risque de chute. On essaye de faire des drainages profonds pour évacuer l'eau avant qu'elle s'accumule. Puis on fait surtout un zonage. En fait, on évite d'implanter des structures dans les couloirs naturels, sur les pentes instables. Alors ça paraît être ultra naturel maintenant, mais ça n'était pas du tout à l'époque, quoi. Aujourd'hui, comment on surveillerait ce site ? On mettrait des piézomètres pour mesurer la pression de l'eau, des inclinomètres pour détecter les glissements. On mesurerait avec des radars, des lidars, des capteurs météo aussi pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Les satellites. Puis on mettrait en place des systèmes d'alerte automatique, quoi. Donc là, en l'occurrence, on s'est planté de bout en bout. En tout cas, on ferait normalement plus ça aujourd'hui en France. Je dis pas que dans d'autres pays dans le monde on pourrait pas le faire, mais globalement par rapport à ce terrain particulièrement vulnérable et cette faible perception du danger qui est la conclusion de l'enquête qui a été menée à l'époque, on a quand même pas mal progressé. Donc
Au final, au niveau du bilan judiciaire, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, comme je le disais, il y avait des actions ont été engagées de la part des familles pour reconnaître la responsabilité des uns des autres, les communes, les propriétaires, etc. Au final, dans un jugement de 1978, 8 ans plus tard, forcément, le tribunal de grande instance de Bonneville a rejeté les demandes des familles en retenant la thèse de la force majeure, en l'occurrence, le phénomène naturel imprévisible. Ouais, ok. Bon, hyper décevant. C'est pas surprenant. Ouais, bien entendu, un certain nombre de familles ont fait appel et sont allées devant la cour d'appel de Chambéry. Là encore, il faut attendre 2 ans plus tard. On est donc le 24 novembre 1980. Et la cour d'appel va nuancer un petit peu l'approche. Elle va reconnaître que l'instabilité du terrain, en l'occurrence qui était érodé, qui était propice à des mouvements de masse, pouvait être considérée comme un élément mieux connu ou connaissable de nature à engager partiellement la responsabilité des autorités locales. Eh ben. Elle a aussi estimé que les conditions météorologiques exceptionnelles étaient un facteur majeur indépendant. Et elle a décidé de partager les responsabilités en attribuant des indemnités autour de 10 000 francs de l'époque pour les parents de chaque victime de ce jugement. Donc, j'ai pas fait la conversion. 10 000 francs de l'époque, 10 000 francs de 1978, non, 1980. Et le directeur et tout, lui, il n'a pas eu de conséquences non plus? Non. Vu que c'était considéré comme naturel, il n'a pas eu de problème. Partage des responsabilités. Mais comme c'était connu tout avant... tout le monde est un peu responsable, personne n'est vraiment coupable. D'accord. Ouais, ça, on est fort en France pour ça. Non, parce que très souvent, ils prennent une personne comme, tu sais, comme responsable, quoi, tu vois. Ça aurait pu être le directeur ou, je sais pas, une infirmière. Non. Oui, un fusible qui saute pour tout le monde. Donc, la magie de la... La magie du montage. Du montage fait que nous avons trouvé combien valaient 10 000 francs. Merci, le convertisseur franc-euro de l'INSEE disponible en ligne sur insee.fr. Qui a pu nous dire que... Nous ne sommes pas sponsorisés. Hein. Non, on ne demande pas non plus de collab. Hein. Attention. Purement bénévolement, pas de collab, rien du tout. Donc, qui nous dit que 10 000 francs de 1980 équivaut à 4 000 euros aujourd'hui. Alors, j'ai... T'as dit 4 000 4 986,74 euros. 5 000 euros aujourd'hui. Ouais, vraiment pas grand-chose pour avoir perdu un enfant. Bah, y a rien qui peut combler la perte d'un enfant, de toute façon. Complètement. Mais voilà, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les décisions judiciaires, là, c'est vraiment un marqueur en disant que c'est compliqué quand même de différencier le phénomène naturel extrême, les responsabilités humaines, la gestion du territoire, et ça dans un contexte où la prévention des risques, c'était même pas à l'ordre du jour en fait, ça n'existait pas. Donc, comme ça n'existait pas et que ça existe aujourd'hui, il y a un moment où ça s'est créé, quoi. Et en particulier, cette catastrophe-là a permis de mettre en place des choses qui sont actuellement d'usage quotidien, comme le plan d'occupation des sols. Qu'est-ce que j'ai le droit de construire à quel endroit? Qu'est-ce qui est construit à quel endroit? Ensuite, les plans comme les plans ZERMOS, Z-E-R-M-O-S, qui veulent dire zone exposée au risque et au mouvement de terrain. Zone exposée au risque de mouvement de terrain, qui sont eux-mêmes précurseurs de ce qu'on appelle maintenant le plan de prévention des risques, les PPR. Ça a aussi abouti au renforcement de la cartographie des zones instables et des obligations d'urbanisme en montagne pour justement éviter l'implantation d'infrastructures sensibles dans les couloirs d'écoulement potentiels. Ça, quand on habitait à La Réunion, c'était particulièrement impactant parce que il y a vraiment des endroits en zone rouge où on ne pouvait pas du tout construire. Tout à fait, ouais. Et qui étaient très problématiques pour les habitants parce qu'il y en avait certains qui avaient construit. Il y en avait certains qui avaient construit et qui se retrouvaient avec à devoir évacuer ou à devoir ne plus utiliser leur maison parce que tout d'un coup la zone était requalifiée en zone rouge, etc.
Et ensuite, forcément, comme on est en France, il y a eu la création et la montée en compétence d'organismes techniques comme l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches, ANENA, qui a vu son rôle dans les années qui ont suivi vraiment conforté, puisque, alors je l'ai pas dit, mais il y a eu plusieurs grandes catastrophes de neige et de terrain en 1970. C'était pas la seule. Et en particulier, elle a été, il y a eu dans la même année, en fait, une grosse avalanche qui avait fait des dizaines de morts également. D'accord. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce sujet qui était complètement oublié, qui aurait pu faire l'objet que d'une brève parce qu'il y avait vraiment pas grand chose à rajouter, mais je pense que c'était important en particulier de traiter de ces histoires de sanatorium et puis des enjeux qu'il y avait sur la politique sanitaire et j'allais dire politique tout court, un petit peu de mise à l'écart de malades et en particulier ces malades professionnels qui ont été pendant très très longtemps négligés. Et donc voilà, c'est ce que je voulais avoir comme axe, puisque c'est pour moi un petit peu le deuxième axe et le deuxième crime dans ou le deuxième affaire dans cette affaire, c'est que certes il y a eu l'éboulement, certes il y a eu le drame humain, les 71 morts, mais derrière il y avait quand même plein ce scandale un petit peu filé, et qui pour le coup a vraiment eu des conséquences nationales pendant très très longtemps. Moi, je rajouterais juste que, parce que comme j'ai un visu sur son déroulé, j'ai vu qu'on arrivait à la conclusion. Je me posais la question à savoir s'il y avait une stèle ou s'il faisait quelque chose. Donc oui. Il y a une stèle qui a été mise en 2019. Ouais, vraiment pas si longtemps que... 49 ans après. Une stèle hommage aux 71 victimes. Ouais. Donc voilà. J'avais vu un reportage d'ailleurs, c'est grâce à ce reportage, le reportage de l'inauguration de cette stèle-là, que j'ai vu un reportage justement sur ce drame-là et qu'elle est venue à ma connaissance. Et en fait, c'était des gens qui racontaient un petit peu, qui témoignaient, qui racontaient un petit peu leurs proches ou leur vécu ou leurs souvenirs. Et je me suis dit, tiens, il y a eu quelque chose. Honnêtement, il y a encore quelques années de ça, je connaissais pas du tout, je n'en avais jamais entendu moi parler. Non plus, ouais. Pourtant, c'est quelque chose qui a fait parler en France, quoi. Et je pense que j'ai dû voir le reportage peut-être en 2020 ou 2021, il y a quelques années de ça. Et c'est comme ça qu'est mûri tranquillement, qu'a mûri tranquillement l'idée qu'un jour, je voulais parler du plateau d'Assy et que pendant un petit moment, je savais pas comment l'aborder dans le podcast, et c'est en me disant, je vais aussi aborder la tuberculose, la tuberculose, les sanatoriums, et puis un petit c'est un peu un scandale quand même aussi, hein. Ouais. Enfin, c'est une catastrophe scandale quand même. Ouais. Parce que personne n'est responsable, mais tout le monde l'est un peu, quoi, tu vois. Donc, c'est ça. Mais c'est pour ça que je disais qu'il y a deux affaires dans cette affaire, c'est l'éboulement en lui-même et puis le reste. Sachant que ce ne sera pas la seule fois où on parlera de tuberculose, puisqu'il y a aussi le moment où... j'ai plein d'autres affaires avec la tuberculose. Mais je sais que j'aimerais bien aussi traiter un de ces jours le côté... le détournement esthétique des patients tuberculeux pendant l'ère victorienne. Oui. Avec, mon Dieu, c'est horrible ce truc en plus. Ouais. Ça, c'est dégueulasse. Les photos, les trucs. Enfin, c'était une autre époque. C'est dégueulasse en 2025, mais... Une sorte d'esthétisation quasi gothique. Ça fait un petit moment que je tourne autour et je veux savoir comment le traiter, quoi. Voilà. Merci de nous avoir écoutés parce que je crois qu'il est temps de conclure. Ouais. Comme toujours, je félicite sincèrement tous ceux qui sont parvenus jusqu'ici en me supportant au micro. Merci de me supporter, merci de nous supporter tout ce temps. C'est beaucoup mieux avec ton nouveau micro, c'est bien. Clairement, il n'y a pas photo. Bon, on a fait ce qu'on a pu avec le matériel qu'on avait acheté à La Réunion, mais voilà. Là, on a changé le câble, c'était pas le câble, c'était le micro. Ah oui. Merci à tous pour vos retours et vos écoutes. Ça nous fait chaud au cœur comme toujours. Abonnez-vous sur nos plateformes. Nous sommes sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Ocha, toutes les autres. N'hésitez pas à nous laisser des messages et des commentaires ainsi qu'un max d'étoiles.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, la communauté de Medicine City et Medicine City Podcast. Sur Instagram, nous sommes Medicine City Podcast, Falciparum Medicine City et Bloody Nurse Medicine City. voilà. Sur TikTok, on a dit qu'on n'en parlait plus parce que ça fait Tu l'effaceras. 1 an que je l'ai pas alimenté, je crois. Partagez, likez, commentez, sentez-vous libre de nous faire vos retours, vos suggestions. Et Bloody Nurse, une idée du prochain épisode? On va prendre l'air. Ah, on repart en sanatorium? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais on va parler beaucoup d'air. Ah, mais j'ai Oui. une idée. Ah, écoute. Alors, enfin, j'ai plusieurs idées. Alors, si vous avez une idée, vous tous qui nous écoutez, n'hésitez pas à marquer sur une de nos publications ou sur Facebook quel est le truc dont on va parler. Ok. Moi, je peux... Non. Je veux juste vous dire, prenez une bonne inspiration. On parlera pas de tuberculose. Non. Ok. Merci à tous et restez à l'écoute des pulsations qui montent depuis les ruelles sombres de la ville. À bientôt. À bientôt.